Un testament, 4 enveloppes scellées et une instruction. Ne pas ouvrir avant 6 mois après mon décès. Pendant 6 mois, 3 sœurs ont attendu, se sont posées des questions, ont imaginé le pire. Et le jour de l'ouverture, l'une d'elles a découvert qu'elle était déshéritée. Mais ce n'était pas le pire c'était la lettre qui accompagnait le testament. 3 pages manuscrites où leur mère, morte depuis 6 mois, expliquait pourquoi elle avait décidé de punir sa fille aînée. Des secrets enterrés depuis 40 ans, des mensonges, des trahisons, tout révélé après la mort, comme une bombe à retardement. Cette histoire vraie s'est passée à Lyon en 2019. Je vais vous raconter comment une mère a utilisé son héritage comme une arme de vengeance, comment elle a détruit sa famille depuis sa tombe et surtout, à la fin, je vais vous expliquer pourquoi ce genre de drame arrive et comment l'éviter absolument. Restez jusqu'au bout parce que cette histoire va vous glacer le sang, mais elle pourrait sauver votre famille. Pendant ces 6 mois, quelque chose d'étrange se produit. Les 3 sœurs commencent à s'observer, à se jauger, à se demander qui va hériter de quoi. L'appartement haussmannien, les placements, les bijoux de famille, les meubles anciens, le patrimoine total était estimé à environ 1,2 million d'euros. Anne, la benjamine, toujours fauchée, se met à rêver. Si maman me laisse un tiers, ça fait 400 000 euros. Je pourrais enfin acheter un atelier, vivre de ma peinture. Sylvie, plus pragmatique, calcule. Avec 3 enfants, cet argent tomberait bien. Les études, le crédit immobilier. Catherine, elle, ne dit rien. Mais elle pense. Elle se souvient de toutes ces années où sa mère lui lançait des piques. Tu aurais dû te marier mieux, tu n'as pas d'enfant, tu ne comprends pas, ton père te gâtait trop. Les semaines passent. Mars, avril, mai, juin. Les 3 sœurs se voient encore, mais différemment. Il y a une tension, une attente, presque une compétition. Qui maman aimait-elle le plus? Qui va être favorisé? Début juillet 2019, le notaire les convoque enfin. Le délai de 6 mois est écoulé, nous pouvons procéder à l'ouverture du testament. Le 8 juillet 2019, 14 heures, bureau du notaire, rue de la République à Lyon. Les 3 sœurs sont assises face à Maître Ferrand. Il a sorti un dossier épais et 4 enveloppes cachetées à la cire rouge. Il commence. Mesdames, votre mère a laissé des instructions très inhabituelles. Je dois d'abord lire le testament principal. Ensuite, chacune de vous recevra une enveloppe personnelle. Et il y a une 4e enveloppe collective. Il ajuste ses lunettes, ouvre le document officiel, commence à lire. Moi, Elisabeth Lambert, saine de corps et d'esprit, établis mes dernières volontés comme suit. Article 1. Je lègue mon appartement situé 47 rue Franklin à Lyon, 6e arrondissement, à ma fille Sylvie Lambert. Article 2. Je lègue l'intégralité de mes placements financiers, comptes bancaires et assurance vie estimés à 250 000 euros à ma fille Anne Lambert. Article 3. Je lègue mes bijoux, meubles et objets personnels à partager équitablement entre Sylvie et Anne Lambert. Article 4. Ma fille Catherine Lambert ne recevra rien de ma succession pour des raisons exposées dans la lettre personnelle ci-jointe. Le notaire s'arrête de lire, lève les yeux.
Catherine est devenue blanche, comme vidée de son sang. Sylvie et Anne se regardent choquées. Catherine murmure, la voix tremblante. « Quoi ?» Le notaire, mal à l'aise. « Madame, je suis désolé. C'est ce qui est écrit. » « C'est impossible, il y a une erreur. Maman ne peut pas, elle ne peut pas m'avoir déshéritée. » « Madame, en France, on ne peut pas complètement déshériter un enfant. Vous avez droit à votre réserve héréditaire, mais votre mère a tout fait pour la minimiser. » Il explique l'appartement vaut 900 000 €, les placements 250 000, total 1 150 000. Catherine, selon la loi, a droit minimum un quart du patrimoine total, soit environ 287 500 €. Mais comme Sylvie hérite de l'appartement et Anne des liquidités, Catherine devra réclamer sa part, attaquer ses propres sœurs en justice pour obtenir ce qui lui revient légalement. Leur mère a transformé son héritage en guerre familiale. Mais le pire reste à venir. Le notaire distribue les enveloppes personnelles. Madame Catherine, votre mère a laissé ceci pour vous. Catherine prend l'enveloppe d'une main tremblante, l'ouvre, déplie 3 pages manuscrites. Elle commence à lire et soudain, elle se met à pleurer, pas de tristesse, de rage. Cette garce, cette manipulatrice. Sylvie et Anne sont pétrifiées. Catherine ne jure jamais. « Qu'est-ce qu'il y a écrit ?» demande timidement Anne. Catherine, les larmes de rage coulant sur ses joues, lit à voix haute. « Ma chère Catherine, si tu lis cette lettre, je suis morte. Et tu viens de découvrir que je ne t'ai laissé presque rien. Tu te demandes pourquoi. Je vais te l'expliquer. Le 23 août 1976, ton père et moi avons failli divorcer. Nous avons traversé une crise terrible. Il y a eu quelqu'un d'autre. Une femme. Tu avais 19 ans, tu étais la seule à la maison, tu savais, tu voyais, tu entendais nos disputes. Et quand je t'ai demandé en pleurant « Est-ce que ton père voit quelqu'un ?» tu m'as regardé droit dans les yeux et tu m'as menti. Non maman, papa t'aime, tu te fais des idées. Tu l'as protégé, tu as pris son parti contre moi. J'ai découvert la vérité 3 mois plus tard. Ton père a avoué, nous avons failli nous séparer, mais nous sommes restés ensemble pour les apparences. Pendant 43 ans, j'ai vécu avec cette trahison, celle sienne et celle tienne. Tu as choisi ton camp ce jour-là. Aujourd'hui, je choisis le mien. Tu ne mérites rien de moi, rien. Mère. Catherine pose la lettre, elle tremble de tout son corps. J'avais 19 ans, j'étais terrifiée. Papa m'avait supplié de ne rien dire. J'étais une gamine et elle m'a punie pendant 43 ans. Elle a attendu d'être morte pour me le dire. Sylvie et Anne sont sous le choc. Le notaire tout saute. Il reste l'enveloppe collective. Il l'ouvre et lit. À mes 3 filles. L'argent révèle qui nous sommes vraiment. Voyons maintenant qui vous êtes. Sylvie et Anne, vous avez tout hérité. Catherine a droit légalement à sa part. Allez-vous lui donner ou allez-vous vous battre pour garder ce que je vous ai laissé? Ce sera mon dernier test. Elisabeth Lambert venait de transformer son héritage en expérience psychologique sadique. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. Catherine, dévastée émotionnellement, mais déterminée légalement, a engagé un avocat. Elle a réclamé sa réserve héréditaire, 287 500 €. Sylvie, prise entre deux feux, voulait donner sa part à Catherine.
Cet testament est monstrueux. Maman était malade. Mais son mari s'y est opposé. Cet appartement vaut 900 000 €. Si on donne 287 500 à Catherine, on devra vendre ou emprunter. On a 3 enfants à charge, on ne peut pas. Anne, elle, a refusé catégoriquement. Maman avait ses raisons. Catherine a menti. Elle a trahi maman. Je ne lui donnerai rien. Le dernier test de leur mère révélait effectivement qui elles étaient. Catherine a attaqué en justice, procédure de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. Le juge a tranché. Catherine avait raison légalement. Sylvie et Anne devaient lui verser 287 500 €. Sylvie a dû vendre l'appartement. 900 000 € de vente après frais. Catherine a reçu 287 500 €. Sylvie a gardé environ 550 000 €. Anne a gardé ses 250 000 €. Mais les frais d'avocat, d'expertise, de procédure, 73 000 € au total. Ce qui aurait dû être une succession de 1 150 000 € s'est transformé en 777 000 € après frais de procédure, une famille détruite, 3 sœurs qui ne se parlent plus, des Noëls passés seuls, des petits-enfants qui ne connaissent pas leurs cousins. Catherine a reçu son argent, mais elle a perdu ses sœurs. Sylvie, coincée au milieu, a perdu l'appartement qu'elle voulait garder et ses 2 sœurs. Anne a gardé son héritage, mais elle vit isolée, amère. Élisabeth Lambert avait gagné. Depuis sa tombe, elle avait détruit sa famille. Sa vengeance était parfaite. Voilà, vous venez d'entendre cette histoire tragique. Maintenant, je vais mettre de côté mon rôle de narrateur et vous parler en tant qu'expert en transmission de patrimoine. Parce que ce drame était évitable, totalement, à 100%. Analysons froidement les erreurs et les solutions. Erreur fatale numéro 1, utiliser l'héritage comme arme de vengeance. Élisabeth Lambert a utilisé son testament comme un outil de punition post-mortem. C'est légalement possible, moralement destructeur. Pourquoi c'est une catastrophe ? Vous ne serez pas là pour voir les conséquences. Vous serez mort, mais vos enfants vivront avec. Vous transformez un deuil en guerre. Au moment où vos enfants devraient se soutenir, vous les montez les uns contre les autres. Les non-dits explosent au pur moment. Révéler des secrets 43 ans après, par lettre, sans possibilité de dialogue, c'est de la cruauté pure. Ce qu'elle aurait dû faire. Si Élisabeth voulait régler ce conflit avec Catherine, elle avait 43 ans pour le faire. 43 ans. Elle aurait pu confronter Catherine de son vivant, demander des explications, exprimer sa douleur, pardonner ou non, mais en face. Utiliser la mort comme révélateur de secrets, c'est lâche. Point final. Erreur fatale numéro 2, le testament piège psychologique. Cette phrase finale, ce sera mon dernier test. Un testament n'est pas un test, ce n'est pas un jeu. Pourquoi c'est toxique ? Élisabeth a volontairement créé une situation où 2 sœurs avaient tout. Une sœur n'avait rien, ou presque. Les 2 premières devaient choisir entre la solidarité et l'argent. C'est une manipulation psychologique digne d'un thriller. Ce qu'elle aurait dû faire si Élisabeth voulait réellement déshériter Catherine, elle aurait dû accepter les contraintes légales. En France, on ne peut pas déshériter totalement un enfant.
la réserve héréditaire est obligatoire. Minimiser la réserve légalement. Elle aurait pu faire des donations de son vivant aux 2 autres filles tous les 15 ans avec les abattements fiscaux, réduisant ainsi le patrimoine final soumis à succession. Expliquer clairement ses intentions dans un document officiel, pas dans une lettre posthume dramatique. Erreur numéro 3, le délai de 6 mois. Pourquoi imposer 6 mois d'attente avant l'ouverture du testament? Aucune raison juridique, c'est purement sadique. 6 mois où les 3 sœurs ont imaginé le pire, spéculé, développé de l'anxiété, commencé à se jauger. Ce qu'il aurait dû faire, un testament doit être ouvert rapidement après le décès pour clarifier immédiatement les choses, pour permettre aux héritiers de prendre des décisions, pour éviter les fantasmes et les tensions inutiles. Le délai ne sert qu'à faire souffrir, rien d'autre. Comment la famille Lambert aurait dû procéder? Si j'avais été le conseiller d'Elisabeth Lambert, voici ce que j'aurais recommandé. Scénario A. Elle voulait absolument favoriser Sylvie et Anne. Donation-partage de sang vivant, vers 75-80 ans. Réunir les 3 filles chez le notaire. Expliquer. J'ai un conflit ancien avec Catherine, je choisis de favoriser Sylvie et Anne. Voici comment. Faire signer un accord notarié où tout le monde comprend et accepte. Ou pas, mais au moins c'est clair. Utiliser les outils légaux pour minimiser la part de Catherine. Donation progressive à Sylvie et Anne, 100 000 € par fille tous les 15 ans. Assurance vie avec Sylvie et Anne comme seuls bénéficiaires. Au final, Catherine aurait eu sa réserve minimale mais calculée sur un patrimoine réduit. Communication transparente. Catherine, j'ai un ressentiment que je n'arrive pas à dépasser. Je favorise tes sœurs, je te le dis en face. Cruel, oui, mais au moins honnête et de son vivant. Scénario B, approche recommandée. Thérapie familiale. Franchement, avec 43 ans de ressentiment non exprimé, Elisabeth aurait dû consulter un psychologue familial, un médiateur, un thérapeute. Régler le conflit avant de mourir, pour elle, pour Catherine, pour toute la famille. Les 3 leçons universelles de cette histoire. Leçon 1. Un testament n'est pas une lettre de suicide émotionnel. Votre testament est un document juridique de transmission de patrimoine, pas un outil de vengeance, de révélation de secrets ou de règlement de compte. Si vous avez des choses à dire, dites-les de votre vivant. Leçon 2. La loi protège les enfants que vous le vouliez ou non. En France, la réserve héréditaire est intouchable. Un enfant, il reçoit minimum 50% du patrimoine. 2 enfants, ils reçoivent 66%, 33% chacun. 3 enfants ou plus, ils reçoivent 75%, 25% minimum chacun. Vous pouvez favoriser un enfant, mais seulement sur la quotité disponible, la partie dont vous disposez librement. Elisabeth aurait dû le savoir, son notaire aurait dû le lui expliquer. Leçon 3. Le silence tue les familles. 43 ans de non-dit, 43 ans de ressentiment caché, 43 ans de sourires forcés lors des déjeuners du dimanche. Et tout explose après la mort. Si vous avez un conflit familial, réglez-le de votre vivant. Médiation, thérapie, confrontation, pardon, rupture définitive assumée. Mais pas de bombe à retardement posthume. Conclusion. Ce que vous devez retenir. L'histoire de la famille Lambert est extrême, mais elle illustre un principe universel. Votre héritage ne transmet pas que de l'argent. Il transmet vos émotions, vos conflits, vos non-dits.
Si vous partez en laissant de la rancœur, de la confusion, des secrets, vous transmettez ça aussi. Et ça détruit. Les 3 règles absolues pour éviter ce drame. Règle 1. Communiquez de votre vivant. Vos intentions, vos choix, vos raisons, même si c'est difficile, même si ça blesse, au moins c'est dit en face avec possibilité de réponse. Règle 2. Faites-vous accompagner par des professionnels compétents. Un notaire spécialisé en transmission, oui, mais aussi, si nécessaire, un psychologue, un médiateur familial, un conseiller en gestion de patrimoine. Coût total, 2 000 à 5 000 euros, bénéfice, une famille préservée et des centaines de milliers d'euros économisés. Règle 3. N'utilisez jamais l'héritage comme arme. Jamais. Sous aucun prétexte. Même si vous pensez avoir raison. Parce que vous ne serez pas là pour assumer les conséquences. Vos enfants, si. Élisabeth Lambert pensait punir Catherine. En réalité, elle a puni ses 3 filles et détruit l'héritage le plus précieux, l'unité familiale. Ne faites pas la même erreur. Parlez, réglez, pardonnez ou assumez la rupture de votre vivant. Mais ne laissez pas la mort révéler ce que la vie aurait dû régler. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la. Elle pourrait sauver une famille. Abonnez-vous pour plus de témoignages et de conseils sur la transmission de patrimoine. Merci de m'avoir écouté.